Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre Guadeloupe Soir. À la une de l'actualité, le pique-nique de la colère face à une grève qui perdure et perturbe les services de la ville. Les parents d'élèves de Bémao se mobilisent, ils demandent le retour de la cantine. Fin de l'impression automatique du ticket de caisse au 1er août. Objectif réduire la production de déchets. Alors qu'en pensent les commerçants et les consommateurs? Élément de réponse dans ce journal. Une assemblée unique, moins d'élus et une fiscalité propre à la Guadeloupe, c'est ce qui ressort du sondage réalisé par Calistat à la demande du CAGI. Les résultats ont été présentés ce matin et nous en parlerons avec notre invitée en plateau, Erika Mérillon, directrice de l'Institut Calistat. Et puis nous partirons à la rencontre de Yolande Eliezer, une passionnée de photographie et d'artisanat. Elle expose pour la première fois ses œuvres à la Galerie d'art de Vallombreuse à Petit-Bourg. Ils sont tabous et ont donc décidé d'agir. Les parents d'élèves de Bémao se sont mobilisés ce midi pour demander le retour de la cantine. Depuis le début de la grève, il y a déjà 45 jours, tous les services de la ville sont en effet perturbés. Par cette opération, la FAPEG entend ainsi mettre la pression sur les deux parties. Marilyn Plaisir, Bruno Pensio-Villon. Aux portes de la mairie, c'est l'heure des grandes manœuvres. En fait, à la base, on vous laisse se mettre sur la place. Donc, il y a trop de soleil. Donc, on reste là? Non, on reste là. Ok, ben on reste là. Voilà le décor planté pour un pique-nique en plein centre-ville. Le pique-nique de la colère. Ça fait près de 7 semaines que nous ne sommes pas fournisseurs officiels de repas, mais que nous nous retrouvons à faire ce travail-là. Ce n'est pas notre compétence. Car avec la grève des agents communaux, plus de cantine le midi. Les parents sont à bout, excédés. Alors aujourd'hui, ils sortent les gamelles. Voilà, on s'organise comme on peut, on n'a pas le choix. Voilà. À quelques mètres seulement du bureau de Madame le maire, histoire de faire passer le message. Et pour ma fille, c'est brocoli, haricots verts, chou-fleur et du jambon. Le rituel du midi devenu un vrai casse-tête pour les parents d'élèves de Bémao. Plus question pour eux de rester dans l'ombre. J'en ai assez d'informer mon employeur à chaque fois que je dois aller nourrir mes enfants. Alors qu'à un certain moment, nous avons une mairie qui a mis en place un service de restauration scolaire. Du moment qu'elle l'a mis en place, elle est censée l'assurer. L'idée aujourd'hui, c'est que Madame le maire comprenne que aujourd'hui, c'est bon, on en a marre. Il n'y a pas de solution alternative. Les enfants sont pris en otage, les parents sont pris en otage. Parmi les mécontents, certains sont sans emploi. Mais avec ou sans patron, les parents jonglent avec leurs horaires et leur portefeuille. Il y a un budget au niveau de l'essence. J'habite pas la commune, donc l'essence, à un moment... Je travaille auprès d'enfants en situation de handicap en plus. Donc ça veut dire que je mets en otage les enfants en situation de handicap pour venir gérer une autre situation. Pour la Fédération de parents d'élèves, il est encore temps pour un service minimum. Il y a aussi des solutions pour fournir les repas en fonction des besoins, puisque des fournisseurs qui sont sur la place m'ont déjà appelé et m'ont demandé est-ce que le maire veut bien nous contacter. Là, on pourrait, entre les guillemets, parler d'une certaine forme de maltraitance du peuple guadeloupéen. Ce n'est pas admissible. Le cri d'alerte des parents d'élèves sera-t-il entendu avant la fin de l'année scolaire? Le sort des parents et des écoliers semble lié à un conflit social, aujourd'hui dans l'impasse. L'eau potable impropre à la consommation dans plus d'une vingtaine de quartiers du sud de Gourbert. Plus de 200 foyers sont impactés. En cause, une pollution de l'eau due à plusieurs non-conformités microbiologiques relevées par l'ARS sur le réseau de distribution de Gourbert-Palmiste. Les précisions de Thierry Philippe. La potabilité de l'eau pointée du doigt une fois de plus à Gourbert. Un communiqué du syndicat mixte de Guadeloupe annonce depuis hier soir ce problème. Cette pollution répétitive de l'eau devient irritante, dit avec colère une association des usagers de l'eau de Gourbert. Surtout que la population n'a aucune vue précise et détaillée concernant ces différents dysfonctionnements. Nous n'avons pas exactement la nature de cette pollution, mais quand il s'agit de chlordécone, on nous parle régulièrement du problème des filtres à charbon. Il faut vraiment s'atteler au niveau du syndicat pour que les outils, les moyens soient mis en place pour éviter ces dysfonctionnements désormais trop chroniques. Le plus souvent, on n'en a pas. Quant à la potabilité, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'il n'y a aucune diffusion ou alors elle est parcellaire.
On ne sait pas. Nous avons contacté le service de communication du SMGEAG. Celui-ci nous a pas donné d'explication non plus concernant cette pollution de l'eau potable dans le sud de Gourbert. La municipalité de Gourbert, de son côté, a préféré s'adresser à ses administrés par simple voie de communiqué. La situation est pourtant embarrassante pour la population qui ne trouve pas de véritable réponse à ces difficultés quotidiennes dans des packs d'eau distribués, selon elle, en quantité insuffisante. On ramène 4 packs d'eau, c'est pas suffisant. J'ai un four malade, alors il faut faire tout avec l'eau. Hein. C'est pénible parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand il y a de l'eau, on ne peut pas servir avec de l'eau. C'est contaminé, tout ça. Et nous, on est obligé d'acheter de l'eau tout le temps, quoi. Avant, de l'eau là était meilleure, mais maintenant, c'est difficile. Parce que l'eau n'est pas bonne. Une eau interdite à la consommation qui met à mal tout un pan de la restauration gourbérienne. Ce restaurateur de Rivière-Sens-Gourbert a dû annuler 147 réservations en raison de cette contamination de l'eau potable. Le tissu économique est déjà fragile et nous nous trouvons confrontés malheureusement à ce genre de situation la veille de week-end et singulièrement de la fête des mères, et qui est une bonne partie du chiffre d'affaires. Donc effectivement, c'est une perte colossale pour l'activité. Ce sempiternel problème de distribution et de qualité de l'eau potable à Gourbert semble difficile à résoudre. Pour l'heure, aucune indication d'un retour à la normale avant la fête des mères. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis quelque temps, certains magasins ne vous proposent plus automatiquement des tickets de caisse suite à votre achat. Eh bien, à partir du 1er août, l'impression systématique des tickets sera tout simplement supprimée, à quelques exceptions. Objectif, réduire la production de déchets. Alors qu'en pensent les commerçants et les consommateurs? Élément de réponse avec Bruno Pensio-Villon et Ludovic Guédu. Ce type de ticket va bientôt disparaître. Les tickets de caisse traditionnels, tout comme les tickets de carte bancaire ou encore de bons d'achat, promotionnels ou de réduction, seront tous interdits à compter du 1er août 2023. Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que pour contrôler les dépenses, c'est pas évident. Hein. Les solutions, selon vous, seront ils continuent comme ça, à donner les tickets de caisse. Parce que si, par exemple, les caissiers font une erreur, pour aller demander d'être remboursé, c'est pas facile. C'est une bonne chose pour l'écologie, et maintenant je sais qu'il y a des magasins où ils envoient directement par mail, et c'est quelque chose de bien. Les avis sont partagés, mais l'objectif de cette loi, promulguée le 10 février 2020, est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important qu'ils représentent, soit près de 30 milliards d'unités imprimées chaque année selon le gouvernement. Déjà, les tickets de caisse, ça ne dure pas longtemps. Après quelques temps, ça s'efface tout seul. Alors, je ne vois pas l'utilité d'enlever les tickets de caisse. Je pense que c'est très bien pour l'environnement, pour l'écolo, parce que ça permettra aussi d'être un peu plus vert. Depuis ce début d'année, les enseignes sont de plus en plus nombreuses à proposer ou non le ticket de caisse aux clients. Une façon de les sensibiliser et de se sentir éco-responsables. Des enseignes qui rassurent également leur clientèle. Pour tous les produits où il y a une garantie ou autre, donc qui n'est pas liée à la consommation directe, donc on va proposer une facture au client, s'il souhaite aussi un ticket, mais une facture pour être plus sûr. Et par la suite, éventuellement, s'il n'a pas de doute par rapport à son produit, on le laisse repartir sans facture. À savoir, s'il souhaite demain revenir pour demander une impression de facture ou un ticket, c'est totalement possible. À compter du 1er août, certains tickets seront toujours imprimés de manière automatique, comme par exemple les tickets de caisse relatifs aux biens d'achat dits durables, munis d'une garantie légale, ou encore les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou de crédit. À l'Assemblée nationale, alors que la Commission des affaires sociales a retoqué la proposition de loi du groupe Lyotte, un projet de loi qui visait à revenir sur la retraite à 62 ans, elle a en revanche validé un autre texte qui concerne les Outre-mer. Celui-ci vise à renforcer la continuité territoriale. Le député Olivier Servat attend du gouvernement qu'il confirme ses engagements lors de la séance publique du 8 juin prochain. On l'écoute. Je note quand même que sur les 7, c'est la seule qui a été validée en commission à l'unanimité des députés. Ça veut dire quand même que nous avons fait un travail avec la majorité et le gouvernement. 4 propositions étaient mises à l'ordre du jour. 1.
les actifs, ceux qui travaillent, ont parfois besoin d'aller faire des formations continues en hexagone quand il n'y a pas cette formation en Outre-mer. Eh bien, ces choses faites, ce sera possible parce que ça coûte de l'argent. Et donc, parfois, ils diront non, c'est qu'on sait que lorsqu'on ne se forme pas, eh bien, on est moins performant. Et donc, ça n'est pas bon ni pour la personne, ni pour l'économie. 2, les étudiants qui font des allers-retours doivent pouvoir prendre des billets à des prix raisonnables. Aujourd'hui, vous avez pour la Guadeloupe à peu près 375 € tous les 3 ans. C'est largement insuffisant. Donc, on va vouloir remonter ces seuils et le gouvernement et les députés s'y sont engagés à le prendre par décret. Nous attendons bien évidemment des réponses claires du ministre le 8 juin. Et enfin, nous avions un élément très important. Quand on découvre une maladie d'un enfant et qu'il n'y a pas de possibilité de le soigner en Outre-mer, il doit partir. 1 ou 2 de ses parents doivent le rejoindre. Et là, il doit arrêter son travail, trouver un logement et ça coûte un paquet d'argent. Et donc on a fusionné, ça a été validé, 2 aides, une aide pour l'accompagnement de l'enfant et une aide pour enfants adultes handicapés. Et donc je me réjouis que ça va pouvoir soulager les parents. Une question qui pourrait peut-être être discutée lors du 17e congrès des élus qui se tiendra le 7 juin prochain. Un rendez-vous important pour les élus départementaux et régionaux à quelques jours du comité interministériel de l'Outre-mer. L'occasion de se demander ce que pensent les Guadeloupéens de l'évolution institutionnelle. Un sondage s'y est intéressé, commandé par le CAGI, le Centre d'analyse géopolitique et internationale. Il a été réalisé par Calistat. Le détail avec Olivier Lancien. L'élément le plus fondamental de cette étude Calistat, c'est cette volonté de 7 Guadeloupéens sur 10 d'avoir un statut fiscal et douanier propre à la Guadeloupe. 70% des personnes interrogées répondent franchement oui, 27% non et 3% ne se prononcent pas. Les personnes interrogées sont conscientes que cette possibilité de fiscalité particulière et cette compétence douanière sont souvent les pivots d'un développement endogène et de la protection du marché local. Ce réalisme se décline aussi au niveau des compétences des élus. L'urbanisme avec des constructions adaptées aux réalités du territoire et la nécessité de préserver les terres agricoles. Un sujet qui touche près de 3/4 des sondés. L'environnement arrive tout de suite après avec 55%. L'emploi, puis la gestion et la protection des littoraux suivent. Sur les questions plus politiques de l'évolution institutionnelle ou statutaire, 59% sont tout à fait favorables ou plutôt favorables à une collectivité unique pour la Guadeloupe. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais il y a une position franche. Dans cette hypothèse d'une fusion du département et de la région, là encore, c'est le réalisme de l'opinion publique. Pas question de rassembler et de conserver 83 élus. Les personnes interrogées sont plus de 80% à demander la limitation du nombre de fauteuils à 43 ou à 53. Et pour aller plus loin, Erika Mérion, directrice de l'Institut Calistat, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ce sondage s'est-il effectué, Erika ? Alors, c'est une méthode relativement classique. On a interrogé 512 Guadeloupéens représentatifs de la population âgée de 16 ans et plus, ce qui signifie que nous avons utilisé la méthode des quotas pour avoir une ventilation homme-femme similaire à celle qu'on va retrouver sur cette population, pour avoir une ventilation par commune, également par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle. Et donc, on peut dire que notre échantillon ressemble, par rapport à ces critères sociodémographiques, à la population guadeloupéenne. Un panel avec des profils différents de Guadeloupéens. Un des résultats, près de 3 Guadeloupéens sur 5 seraient favorables à l'émergence d'une collectivité territoriale unique. On peut dire qu'il y a une position franche sur cette question ? Alors, elle n'est pas franche, puisque c'est le global entre ceux qui se disent tout à fait favorables et ceux qui sont assez favorables qui nous amènent à ces 59%. Toutefois, si on regarde les résultats qu'on a obtenus par le passé sur ce type de questions, on voit qu'il y a une légère évolution et que cette évolution, elle est plutôt en faveur d'une augmentation de la part de Guadeloupéens qui se prononcent en faveur d'une fusion des deux assemblées. Et il y a quelques années, si vous interrogiez les Guadeloupéens, ça aurait été plus délicat, en tout cas, dans les réponses. C'était déjà délicat, d'ailleurs. C'était pas forcément plus délicat, c'est qu'ils étaient à un moment opposés à une fusion. Ils étaient opposés, et il faut faire la différence. Là, on leur a vraiment posé la question directement sur la fusion. Lorsqu'on interrogeait sur la question de l'évolution statutaire de la Guadeloupe, le terme n'était pas suffisamment clair, et donc ils s'opposaient.
Je vais faire un petit raccord avec nos baromètres d'opinion par rapport qu'on a mis en place depuis près d'une vingtaine d'années en Guadeloupe, où on voit que dans les préoccupations majeures des Guadeloupéens, la question de l'évolution statutaire n'arrive jamais en tête des préoccupations. Ce qu'on voit apparaître, c'est l'eau, c'est la problématique de l'insécurité, le chômage, parce que le Guadeloupéen, il est pragmatique. Il a d'abord besoin de travailler, de manger, d'assumer les dépenses du quotidien. Et la question de l'évolution statutaire, elle n'est pas la question qui est au cœur de ses préoccupations quotidiennes. En revanche, quand on l'interroge spécifiquement sur cette question, il est capable de formuler une opinion. Et aujourd'hui, il a un avis plutôt tranché, on va dire, sur cette question. En tout cas, un avis... Il se prononce favorablement. Avec moins de doutes. Il se prononce favorablement parce qu'on a un contexte autour de nous qui va peut-être aujourd'hui dissiper exactement, qui est un contexte qui va dissiper certaines craintes qui existaient par le passé, en tout cas pour certaines personnes. Et effectivement, le fait de voir la Martinique, la Guyane fonctionner avec une collectivité territoriale unique, peut-être que les Guadeloupéens se disent aussi, mais pourquoi pas nous? Autre indicateur de ce sondage, 7 Guadeloupéens sur 10 souhaitent, ou en tout cas avoir un statut fiscal et douanier propre à la Guadeloupe. Finalement, les Guadeloupéens semblent s'intéresser à cette question. Alors, on leur a posé. Ils ne se sont pas... ils s'y connaissent. En tout cas, on peut pas dire... Ça reste quand même... C'est difficile d'affirmer qu'ils s'y connaissent. En tout cas, quand on leur pose la question et qu'on leur explique précisément qu'il s'agit de prélever des taxes qui étaient jusque-là prélevées par l'État pour qu'elles soient versées dans l'économie guadeloupéenne, là, ils se prononcent favorablement. Est-ce que ça veut dire que les Guadeloupéens maîtrisent tout ce qui relève du statut fiscal et douanier de la Guadeloupe? Je ne me prononcerai pas sur ce point. L'habitat, l'environnement sont également en tête des compétences souhaitées pour la Guadeloupe. Avant, peut-être l'emploi, l'environnement, finalement, qui est une question... aussi pour laquelle... C'est la défense du territoire guadeloupéen. En fait, quand on parle d'urbanisme, c'est comment nous, Guadeloupéens, comment nos élus gèrent la question de l'aménagement de notre territoire. Quand on parle environnement, c'est comment est-ce qu'on protège. Tout le monde dit, voilà, dans l'outre-mer, on a des réserves de biodiversité. Mais ce qui est attendu, c'est aussi que les Guadeloupéens aient la gestion de ces questions qui sont essentielles pour le territoire, l'environnement, l'aménagement, la répartition espace rural, urbanisation, permis de construire. Ça doit être des compétences gérées par les élus locaux et en tout cas recentralisées sur notre territoire. C'est en tout cas ce qui est demandé par les Guadeloupéens au vu de ce sondage. Merci beaucoup, Erika Mérillon. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut Callistat. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'école de la deuxième chance. Le micro-lycée de la Guadeloupe a organisé ce vendredi son forum Back to Practice pour ramener les 16-25 ans en situation de décrochage scolaire dans un cursus adapté à leurs difficultés ou encore à trouver une formation, une belle initiative qui n'a pourtant pas eu l'écho escompté. Reportage de Jordi Rayapin et Rémi de France. Addiction, environnement familial ou social non compréhensif, méthode d'enseignement inadaptée pour l'élève, problèmes de santé, nombreux sont les facteurs qui peuvent amener au décrochage scolaire. Mathieu est dans cette situation depuis 3 ans, il a décroché à cause d'une fatigue excessive suite à une greffe d'intestin qu'il a subie depuis son entrée en maternelle. Aujourd'hui, il parcourt avec enthousiasme les différents stands mis à sa disposition dans l'espoir de trouver une solution adaptée à ses besoins. Je cherche un emploi ou une formation. Ça a donné un rendez-vous déjà, c'est qui est bien. Et donc je verrai par la suite. Je vais visiter les autres stands et on verra bien. La réinsertion d'élèves en décrochage scolaire, le micro-lycée en a fait sa spécialité. Avec des classes à effectifs réduits et une pédagogie renforcée, les résultats se voient directement sur les notes et l'humeur des lycéens. La filière que j'avais faite ne me plaisait plus. Du coup, avec l'arrivée du Covid, ça m'a fait arrêter les cours. Donc j'ai arrêté les cours pendant 1 an. À force, les profs qui n'écoutaient pas, les élèves pas très compréhensifs, et j'ai fini par décrocher. Et c'est là que j'ai entendu parler du micro-lycée. Ils nous écoutent si on a des problèmes, si ça va pas, etc. Ils sont toujours là pour nous. Donc voilà, ça m'a vachement aidé personnellement. En fait, c'est grâce à l'ambiance, les effectifs réduits dans les classes, on est 6 minimum, ça peut aller jusqu'à 10. Avec presque 1500 élèves qui quittent le cursus scolaire chaque année, le décrochage scolaire est une vraie problématique en Guadeloupe.
Malgré les nombreuses solutions réparties sur une dizaine de stands, trop peu de jeunes ont fait le déplacement. C'est dommage parce que vraiment on avait pu réunir sur ce site-là un très grand nombre de partenaires de façon à pouvoir proposer aux jeunes un circuit cohérent dans leur processus d'insertion. Et puis aborder les difficultés sociales, les aides et les dispositifs qui pourraient les aider à se maintenir le temps de la formation. La manifestation se poursuivra demain dès 9h30 jusqu'à 13h sur le site du lycée Félix Proto aux Abîmes. Du foot à présent avec les quarts de finale du tournoi international U16. C'était cet après-midi au stade Jacques Pont-Rémy au Moule. Le Stade Rennais s'est imposé 3-0 face à l'Entente Interclub, 5-0 pour le Havre face à l'Olympique de Marseille. Victoire du Flamengo 2-0 face à la sélection Grande Terre. Et puis le Cerfa s'est incliné face à l'US Torcy 3-0. Ce qui nous donne comme affiche en demi-finale demain, Stade Rennais, Le Havre, Flamengo, US Torcy, des matchs qui se dérouleront demain matin à 8h30 et la finale aura lieu le même jour, le soir à 20h, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes télé, radio et Internet. Partons les premiers coups de pédale du Grand Prix cycliste de l'USL. On part donc au Lamentin. L'épreuve se dispute jusqu'à dimanche. Le vainqueur succédera à Raphaël Lautonne. Première étape ce vendredi, 123 km à parcourir. Une étape remportée par Yael O'Haro, le seul coureur réunionnais du club cycliste saint-louisien, devant Mévin Gène et Bastien Duculti. On écoute le vainqueur au micro de Ludovic Guédu. Très stratégique et économiser les efforts au max. Donc j'ai su le faire, enfin je crois. Et maintenant le résultat est satisfaisant. Il faudra sortir des efforts. Mais je vais essayer de m'accrocher comme je peux, mais ce sera vraiment difficile pour moi. Ça c'est sûr. Une rencontre pour terminer, celle d'une passionnée d'art, d'artisanat et de photographie. Yolande Eliezer expose pour la première fois le fruit de son travail à la Galerie d'art de Vallombreuse à Petit-Bourg. La photographe nous fait ainsi découvrir la vie des cow-boys afro-américains, mais également ses propres productions artisanales. Michael Bastide. Ils furent parmi les premiers cow-boys. À peine affranchis de l'esclavage, des Afro-Américains ont été accueillis sur les terres amérindiennes de l'Oklahoma aux États-Unis. Cette alliance entre Noirs indiens, entre peuples, on va dire, colonisés, est née de métissage. L'exposition L'Autre Ouest illustre l'histoire des Black Cowboys à travers les All Black Rodeo. Descendant de Noirs et d'Indiens, Bill Pickett, mort en 1932, a inventé le bulldogging, la lutte avec un taureau. Cette compétition consiste, quand on est sur le cheval, à attraper un petit taureau et à pouvoir arrêter l'animal en le tenant par les cornes. Cet héritage fait la fierté de la communauté des Black Cowboys. Ils sont américains, ils sont noirs américains, ils sont fiers de l'être. Ils sont cowboys parce que leur ancêtre était cowboy, parce que voilà, ils ont participé à la conquête de l'Ouest. Photographe professionnel et artiste passionné d'artisanat, Yolande Eliezer, fille d'un ébéniste et d'une couturière, a en elle l'amour du bois, des fibres végétales, du cuir et de la créativité, à l'instar des sacs qu'elle fabrique. Je tiens un sac mélange calebasse et cuir. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'on peut mélanger ces deux matières, surtout que le cuir permet aussi d'anoblir la calebasse. L'artiste n'est jamais à court d'idées et apprend les techniques dont elle a besoin pour créer. Elle tresse cette fibre végétale avec minutie et précision pour reproduire un foulard créole en bacquois. Quand on crée, en fait, peu importe la matière, c'est l'idée. Et après, en fonction de l'idée, on choisit la matière. Mais j'avoue que moi, je fais ça avec une facilité. Enfin, je ne me pose pas trop de questions. Ces créations Made in Guadeloupe sont à découvrir à la Galerie d'art de Vallombreuse à Petit-Bourg.
Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales de ce journal, le pique-nique de la colère face à une grève qui perdure et perturbe les services de la ville. Les parents d'élèves de Bemaos se mobilisent, ils demandent le retour de la cantine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information demain en radio 6h Peggy Robert. En télé, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Tout de suite, le journal créole avec Claude Danican. Très belle soirée sur Guadeloupe la première. Et à demain. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.